Première question en débat ce dimanche, 43 ans de renouveau, 43 ans de marginalisation de la femme, c'est sur la forme interrogative. Fatima Toubengono, lorsque le président Paul Biya, dans son discours inaugural de ce septennat, décidait de placer le septennat sous le signe de la femme et du jeune, est-ce qu'il n'a pas donné l'impression que c'est un mea culpa, que c'est un septennat de rattrapage? Septennat de rattrapage, quand j'ai lu votre problématique ou bien votre thématique inscrite à l'ordre du jour, marginalisation, je me suis dit, vous êtes en train de nous demander d'où nous venons. Parce que s'il faut regarder, adresser les questions des femmes, déjà, M. Elingi Lobela dit c'est un problème global. Ce n'est pas une exclusivité camerounaise. C'est vrai que les variables sont différentes, parce qu'ailleurs, quand les autres se battent peut-être pour l'égalité des salaires, je prends le cas en France où il y a encore une égalité de rémunération entre hommes et femmes. Ici au Cameroun, nous sommes sur autre chose. Donc, demander d'où nous venons, poser la problématique telle que vous l'avez posée, 43 ans de marginalisation, je dirais déjà, sans entrer dans les détails, qu'il n'y a pas une marginalisation des femmes. Et je vais m'expliquer. Parce que pour évaluer ce qui est fait, il faut savoir d'où nous venons. Nous venons d'où? Nous venons d'où la femme avait encore le devoir d'obtenir l'autorisation de son époux avant d'entreprendre, avant de faire le commerce, avant d'aller à l'étranger, avant de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, de plus en plus, nous constatons que les femmes peuvent être des femmes d'affaires. Nous l'avons vu avec la grande dame Françoise Fonine. Et il y a plein de dames qui lui ont emboîté le pas. Nous avons des femmes qui sont chefs de service, qui sont sous-directeurs, qui sont directeurs dans des administrations. Or, avant, c'était adossé à quelque chose de très subtil. Ce n'était pas inscrit dans la loi, mais c'était visible. Il est bien vrai que les tentacules, ça demeure encore aujourd'hui. Parce qu'avant, il n'était pas possible, il était très difficile de responsabiliser une femme célibataire ou bien divorcée. Il y avait comme un stéréotype des préjugés vis-à-vis de cette dame-là, qui, bien que divorcée ou bien que célibataire, étaient des citoyennes qui devaient aussi bénéficier de ce que nous appelons dans notre contexte le décret. Que ce soit le décret du ministre ou bien le décret du président, les femmes aujourd'hui de plus en plus, nous observons dans les administrations, elles occupent des postes de décision. Encore quelque chose de très subtil, et ça persiste en toi aujourd'hui, c'est une interpellation. Lorsque vous observez les cartes nationales d'identité de nos mamans, vous voyez ménagère. Parce qu'on lui demande un justificatif de profession. Or, l'homme, tout de suite, quand il arrive, il a automatiquement une profession qui est consignée sur sa carte nationale d'identité. Donc, dans l'imaginaire ou bien dans la façon de concevoir notre société, ceux qui sont en charge dans certains services pensent que la femme ne peut qu'être ménagère. Je l'ai vu avec ma maman. Il n'y a pas que la mention ménagère. Ça a évolué. C'est pour celles qui sont effectivement ménagères. Non, je l'ai vu avec, par exemple, j'ai la carte. Non, monsieur Zé. Je prends le cas j'ai la carte d'identité de ma maman. Elle était ménagère ou pas? C'était mis ménagère. Or, s'il vous plaît, elle était non seulement femme politique, elle était adjoint au maire. À l'époque où elle faisait sa carte. Vous voulez qu'on mette dans la carte adjoint au maire? Il faut bien, elle fait quelque chose. Mais adjoint au maire n'est pas une profession. C'est pas une profession. Couturière, c'est pas profession. Si. C'est une profession. Mais, voilà, elle était ménagère. Il y en a qui sont coiffeurs, c'est une profession. Oui. On est ménagère parce qu'on vous donne un justificatif. Pourquoi n'exigeons-nous pas le même justificatif? Pourquoi pensons-nous que l'homme tout de suite doit avoir une profession et qu'on doit mettre? Mais chez les hommes, on était aussi planteurs, agriculteurs. Ça ne dérangeait pas. Parce que planteur, quand même, c'est une profession. Il y a des femmes planteurs. Ah ben, ménagère. Ménagère, c'est une profession. Ménagère, c'est autre chose. C'est une situation sociale. Ménagère, c'est autre chose. Donc, nous le disons pourquoi ça a évolué. D'accord. Nous venons sur le plan politique. Il me souvient, en 87, c'est une date que j'ai connue par rapport à un événement heureux qui est arrivé. Mais maman me disait qu'à l'époque, quand elles entraient en politique, dans les mairies, elles n'étaient pas 10 dans tout le Cameroun. Parce qu'à l'ouest, je crois qu'elles étaient deux dames dans l'exécutif communal en 1987. Donc vous vous rendez compte que sur le plan politique, quand nous venons sur le champ de la politique, vous constatez qu'il y a une évolution. Même qu'on estime que 39 femmes maires
est largement insuffisant par rapport à 360 communes. Mais les femmes adjointes au maire, on en compte beaucoup. Monsieur Elimi Lobe a parlé du cas des suppléances. C'était automatique, les femmes étaient suppléants. Parce que les hommes estimaient que c'est eux qui doivent être partout. Mais il a fallu que l'État... Il y a donc une évolution. Il a fallu que l'État prenne des décisions. Est-ce que lorsque le président Paul Biya annonce que ce septennat est celui de la femme, il annonce qu'il doit faire davantage. Il annonce qu'il doit faire davantage parce que si nous prenons la politique, le projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques inscrit, je crois que c'est un projet qui est mené au Minepat, dont l'objectif est de promouvoir l'autonomisation de la femme, comment dire, la prise en charge de la santé reproductrice. Vous savez, M. Jean-Jacques Zé, que c'était comme un fait banal de partir en donner la vie, que la femme s'en aille en donnant la vie. Des dispositions ont été prises dans ce sens. Je pense que pour être à même de faire quelque chose, il faut déjà être en santé. Au niveau des hôpitaux également, il y a des prises en charge. Nous pensons que des choses ont été faites, beaucoup reste à faire. C'est pour cette raison que le président s'est dit, nous allons mettre des bouchées doubles pour accompagner les femmes. Parce que nous estimons que déjà les ODD 4, les ODD 4 et 5 parlent de cela. Il faut favoriser la formation des femmes. Nous ne pouvons pas, le professeur peut nous dire, nous avons de nombreuses femmes, docteurs, professeurs. C'est la preuve que la femme a accès à l'éducation, ce qui n'était pas le cas. Avant, il y avait des discriminations. Mais même comme les discriminations persistent, l'État a pris sur lui d'accompagner la jeune fille. Il y a des politiques publiques en la matière qui visent à accompagner la jeune fille à obtenir au moins le premier diplôme. La socialisation professionnelle des femmes, c'est ouvert quand on lance un concours, ce n'est pas discriminatoire. Toutes les femmes peuvent compétir. Alors, on va le droit. Donc, le président dit, nous avons fait des choses, mais je voudrais mettre l'accélérateur sur la femme et les jeunes parce que nous estimons qu'avec eux, on peut aussi aller plus vite avec le développement. Madame Abiga, le président dit que ce septennat est le vôtre, est celui de la femme. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce qu'enfin il a pensé à nous? Bon, il a dit, mais il n'a pas extériorisé sa pensée. Nous attendons toujours... Il n'a pas mis un contenu directement à ça? Oui, nous attendons toujours qu'il pose des actions concrètes qui prouvent que le septennat, c'est celui des femmes et des hommes. Et non, le septennat des femmes et des jeunes. Mais le faire ainsi, le dire ainsi, n'est-ce pas reconnaître qu'en 43 ans, il n'a pas suffisamment accordé de la place aux femmes et aux jeunes? Je pense que c'est une manière subtile de dire que je vous dis merci parce que vous m'avez à nouveau porté à la tête de la République. C'est une manière subtile de dire cela aux femmes. Mais alors, quelles sont les actions concrètes qui accompagnent cette déclaration? C'est ce que nous attendons. Et nous attendons, et comme nous ne sommes pas dans ses pensées, chacun l'analyse à sa façon, que certainement le président, il va nommer plus de femmes, il va nommer plus d'hommes, ou bien il va recommander. Parce que dans son parti, c'est la recommandation qui joue. Et alors, nous autres, nous attendons les actions concrètes. Alors, quel est le tableau que vous faites de la situation actuelle de la femme en 43 ans de renouveau? Donc, je vais parler un peu pour ajouter de l'eau dans le moulin de Fadimatou. Il y avait des discriminations où les femmes étaient contraintes aux autorisations de leur mari pour faire certaines choses. Mais aussi, avec le président Paul Biya, il y a eu des avancées. Par exemple, sur le plan salarial, entre les époux, je crois que le professeur nous en dira plus, et entre les époux, si l'époux bénéficiait des allocations familiales, l'épouse ne devait plus bénéficier de ces allocations familiales ni du non-logement, mais aujourd'hui, chacun bénéficie de son indice, de sa grille indiciaire avec des avantages liés à sa grille indiciaire. Donc, il y a des choses qui ont véritablement changé. On a créé le ministère de la promotion de la femme pour s'occuper des affaires de la femme. Vous en êtes satisfait? Nous attendons toujours que ce ministère
pose des actions concrètes en faveur des femmes. Je parlais tantôt des féminicides. Si on réduit le 8 mars comme une journée festive, une journée commerciale, une journée exubérante pour dénaturer l'idée originelle des revendications des femmes. Donc, nous avons privilégié la parade, alors que je vous parlais tantôt des cas de féminicide et des familles qui nécessitent l'encadrement, la prise en charge psychologique, l'accompagnement. Que deviennent, je continue de poser la question, que deviennent les enfants de ces femmes? On est d'accord là-dessus. Je veux dire ceci. Il y a des avancées, mais la satisfaction n'est pas totale. Est-ce que ces avancées ne sont pas généralement sociales? On dit oui, elles veulent bien accoucher, elles veulent bien manger, elles veulent avoir un bon salaire, elles veulent faire... Est-ce que ce ne sont pas seulement des avancées sociales? Je veux continuer à dire que si on parlait des avancées sociales, nous sommes dans une situation où... Bon, je sais que vous étiez né en 1993. Les Camerounais avaient une grille salariale. Un salaire, une grille indiciaire qui s'appliquait aux Camerounais, ceux qui travaillaient dans la fonction publique. Mais cette grille indiciaire n'est toujours pas revenue au niveau de 1993. C'est toujours quelque chose qui maintient la société dans une certaine situation. Si vous ne pouvez pas déjà vous prendre en charge en fonction de votre travail, vous travaillez pendant 30 ans, 40 ans, vous n'atteignez pas un solde qui peut vous permettre de vivre décemment, de vous prendre décemment en charge. Mais c'est un fait de société qui ne touche pas que les femmes. Mais comme la femme est la plus affectée parce que c'est elle qui est dans le ménage, généralement, quand vous avez un problème en tant qu'enfant, vous appelez d'abord qui? On appelle maman. Donc c'est pour ça que les femmes sont toujours en train de revendiquer. Et nous allons toujours continuer de tendre la main et de dire que ce que le ministère de la promotion de la famille, de la femme et de la famille fait, bon, il fait ce qu'il peut, mais ça reste insignifiant parce que les problèmes sont là. Et la sensibilisation ou les programmes qui sont logés dans les administrations en faveur des femmes ne sont pas vulgarisés. Je parle toujours d'un collègue Bassimbi, parce que quand Mme Bongono parlait du Minepat, les programmes qui sont au Minepat, en collègue Bassimbi, on ne connaît pas ce qui se passe au Minepat. On entend parler du Minepat vaguement, même du ministère de la promotion de la femme et de la famille, parce qu'il y a une délégation d'arrondissement à ça, et nous sommes à 14 km de ça. Donc, que fait donc le délégué d'arrondissement de la promotion de la famille, de la femme et de la famille de ça, pour que le message central atteigne les populations d'un collègue Bassimbi? Ça, c'est un exemple. Je parle de mon village parce que c'est lui que je maîtrise mieux. Je sais que d'autres sont dans la même situation. Il faut donc revisiter le programme et revoir peut-être le budget. Ils vous poseront la question du budget, que le budget est insuffisant. Et alors, ils se basent sur une activité phare qui est le 8 mars. Et cette activité, moi, je dis, elle est dénaturée. Ce n'est pas l'idée originelle du 8 mars. Est-ce que c'est mal pensé, Abel Elibi-Lobé, lorsqu'on analyse le discours du président de la République, de penser que finalement, il s'est dit, elles m'ont tout donné, Mme Abega l'a dit, elles sont en majorité celles qui ont voté pour moi depuis des années, et qu'arrivé à ce septennat, il est temps que nous pensions, que je pense, pour parler comme président de la République, à la fin. Est-ce que c'est mal pensé d'imaginer que c'est un septennat de rattrapage? Oh, la Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. D'accord. Considère-le donc. Cette Bible nous surprendra toujours. Oui, elle est d'ailleurs là à côté, je peux vous montrer ce verset. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le président de la République. Oui, ce n'est pas l'âge qu'on regarde. Ça, si, c'est important. Ça veut dire que autant je pouvais critiquer le président de la République quand il avait 60 ans, moins je le critique maintenant à 92 ans. Je suis pour qu'il se repose. Et il reste le président de la République. Voilà, oui, mais c'est à tort. Il n'aurait pas dû être là. Il est donc là? Il est fatigué. Et la Sénat, commencer à critiquer, et tout ça, ça ne m'arrange pas beaucoup. Je voudrais dire que depuis la session... Vous êtes né de nouveau, hein, ce dimanche. Oui. D'accord. Je voudrais dire que depuis les indépendances, à l'époque du parti unique, la femme était déjà une préoccupation. La condition de la femme et la nécessité
les pères fondateurs de notre pays en avaient déjà pris conscience. Parce que quand vous voyez l'Union nationale camerounaise, il y avait une organisation de femmes. Et on avait déjà commencé à avoir des ministres femmes, comme les Delphine Tchanga. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elles sont ministres. Elles ont été ministres dans les années 60. Ça veut dire que la question avait déjà été perçue, le problème avait été perçu. Mais il faut reconnaître que la société étant conçue pour être essentiellement une société dominée par les hommes, il y a eu beaucoup de lenteur dans les évolutions à imprimer. Moi, je peux me réjouir d'avoir été mon proviseur au lycée de New-Bel quand je suis au lycée en 79. J'entre au lycée de New-Bel, mon proviseur est une femme. Déjà? Oui, en 79, Madame Belé-Ouamé-Thérèse. Et elle m'a tenu, c'est elle qui m'a mis le pied assis. Je suis un homme politique aujourd'hui. C'est en partie grâce à elle. Mon professeur de technologie déjà entre 75 et 79, Madame Suso, c'était une femme noire, c'était pas blanche, c'était une femme bassa, qui était déjà scientifique. Et le scientifique de formation que je suis, nous avons beaucoup de considération pour Marie Curie, n'est-ce pas, qui est l'une des inventeurs de la radio ou des découvreurs de la radioactivité, qui est un élément essentiel aujourd'hui dans la vie des sociétés. C'est les radiographies, les armes de destruction massive. On ne peut pas se dire que ça a été une bonne chose de les inventer, mais ce sont les applications des découvertes de Marie Curie. Donc, je suis de ceux qui voudraient que, premièrement, on apprenne aux femmes à savoir qu'elles ont les mêmes potentialités intellectuelles que les hommes. Il n'y a pas un cerveau de femme. Il n'y a pas des prédispositions à l'intelligence, à la sagesse, pour les hommes plus que les femmes. Même dans les sociétés antiques, dans la Bible, on trouve des reines qui dirigeaient la société, qui étaient des reines, des femmes, Ruth, etc. C'était des femmes. Donc, la société a toujours montré depuis très longtemps des signes que la femme était autant équivalente à l'homme. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec des combats que les femmes mènent. C'est un type de combat que les femmes mènent. Notamment, par exemple, les combats sur la parité. Il faut avoir autant de femmes que d'hommes. Non, on peut avoir plus de femmes que d'hommes. Il faut déjà commencer par avoir au moins la parité. Non. L'objectif n'est pas de rechercher la parité. L'objectif est de les amener à prendre conscience qu'elles peuvent. Elles peuvent être mères. Ce sont les partis politiques qui ne les mettent pas mères. Et parce qu'à l'intérieur des partis politiques, au moment d'investir les mères, les femmes elles-mêmes ne montent pas au créneau pour dire non, donnez-moi, je peux. Et comme la plupart des partis, ils sont dirigés par les hommes, eh bien, on retrouve un vieil atavisme qui aurait dû disparaître. Donc la responsabilité appartient aux femmes de se mettre en valeur, notamment dans le champ politique. C'est pour ça que j'ai soutenu ici Madame Cathy Meba dans sa course, n'est-ce pas, au Conseil régional du Sud. Elle doit inspirer d'autres personnes. Elle est montée au créneau pour refuser quelque chose qui n'est pas bien. Elle a porté cette responsabilité et elle a eu raison. Elle aurait pu aller plus loin en portant la demande d'être elle-même présidente du conseil régional. Aujourd'hui, est-ce qu'on a un président du conseil régional femme? Non, aucune sur 10. Mais tous les présidents des conseils régionaux sont RDPC. Vous voyez donc que le problème se pose. Mais on a bien parlé ici, mais il y a longtemps, il aurait dû d'abord parler quand on mettait les présidents des conseils régionaux en place. Dire à Jean Pété que comme tu es là comme ça, sache qu'il y a les femmes qui peuvent être présidents des conseils régionaux. Elle n'a pas fait ça. Elle attend maintenant ici pour venir dire que ceci, cela. C'est pour ça qu'il nous faut souvent agir en temps opportun. Oui. Moi, je suis en train de soutenir
la constitution des listes de candidats dans le littoral, 100% autochtones. Je n'arrête pas de rappeler aux enfants du Mungo Nord, Melon, Konsamba, Eboné, Baré, Manjo, Djombe et jusqu'à Lom, qu'il y a là-bas chez vous des hommes et des femmes qualifiés pour conduire les affaires publiques, gérer l'argent public de ces localités. Oui. Les 150 millions de francs qu'un député touche en 5 ans, je veux voir ça entre les poches des femmes du Mungo Nord. Il y a 3 sièges là-bas. Au moment où je parle, c'est le RDPC qui a gagné les 3 sièges. 2 hommes. Ils ne sont même pas du Mungo Nord. Une seule est du Mungo Nord. Madame Eyou. 1 sur 3. 1 sur 3. C'est... Ça veut dire que les atavismes restent en place. Mais les atavismes là profitent du fait que les femmes elles-mêmes ne se sont pas libérées. D'accord. Abel Limbilo, merci. Professeur Mathias Rikourangini, lorsque le président parle d'un septennat de femmes et des jeunes, quel est le message derrière? Certains disent que, ok, enfin, il va s'intéresser à nous. Ce n'est pas le regard que vous avez également? Quand le président Paul Biya parle des femmes et des jeunes, cela implique qu'il envisage une plus grande inclusion de ces catégories dans le processus politique en général et dans le processus politique de sa propre formation, également dans la capacité qu'il a en tant que leader de promouvoir plus de femmes et plus de jeunes. Ça ne peut être que ça, quoi, dans une interprétation rationnelle. Mais ça doit passer par quoi? Par une réforme institutionnelle des textes, imposée par exemple dans les lois fondamentales, une parité, 50-50 par exemple, ou alors ça ne doit être que sa volonté, sa bonne humeur, qui se lève un matin et dit ok, on est à 33% au Parlement, peut-être qu'on va passer à 33%. Ça dépend des orientations qu'on a. Ça peut passer par des textes, ça peut passer par la pratique politico-morale, c'est-à-dire on peut toujours assurer un rééquilibrage de la distribution des positions de pouvoir entre hommes et femmes sans qu'il y ait des textes, simplement par l'action politique qu'on conduit. C'est mieux les textes, non? Un peu style au Rwanda. Les textes, le Rwanda c'est une situation particulière. C'est la situation du génocide qui a imposé au leadership rwandais de faire, parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'hommes. Ils ont perdu des femmes aussi, mais ils avaient perdu beaucoup d'hommes dans le génocide et dans disons, le contre-génocide, parce qu'après le génocide, il y a eu des massacres en forme de revanche. Pour revenir donc au Cameroun, ce qui me semble le plus important, c'est la pratique morale et culturelle. C'est-à-dire qu'il faut installer dans les esprits que les hommes, les femmes sont simplement des êtres humains. Bon, ils ont certainement des attributs distincts, mais au final, ce qui est important, c'est que ce sont des êtres humains. Tout à l'heure, vous parliez d'intelligence. La vérité, c'est que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Mais il y a des filets sociaux qui les retiennent. On le voit à l'université. Quand on voit, au fur et à mesure de l'évolution, on voit comment les mécanismes sociaux éliminent les filles. Elles ne sont pas éliminées parce qu'elles sont moins capables que les garçons, mais ce sont les mécanismes sociaux, ce sont les contraintes sociales qui les éliminent. Vous savez, même si les mentalités évoluent, les filles extrêmement diplômées sont encore vues avec méfiance dans les familles. Ah, vraiment, tu as trop fait d'école comme ça. Ce qui est important maintenant, c'est de te marier. Donc, il y a encore ce type de... Et puis, il y a les hommes qui refusent de marier les femmes très diplômées. Oui, il y a des hommes typiquement complexés. Nous, on a connu ça. Moi, j'ai une étudiante qui vient de soutenir sa thèse, qui a eu ce problème, parce que son mari ne voulait pas qu'elle fasse une thèse. Parce que lui, il n'était même pas arrivé au master. Donc avoir une femme docteur, c'était un problème pour lui. Mais finalement, elle a quand même pu soutenir sa thèse. Il y a encore dans notre société, mais ce n'est pas un problème camerounais ni un problème africain, la question du machisme est en fait universelle. C'est-à-dire la force de la domination masculine existe dans toutes les civilisations. Mais avec toutes ces réalités, professeur, oui. comment
opérer donc lorsqu'on est président Non, de la on République? peut opérer, comme je vous ai dit, par la pratique morale. C'est-à-dire, le président de la République, comme très haute autorité, a la possibilité, ne serait-ce que sur le plan pédagogique, de nommer des femmes dans des positions encore plus importantes que celles qu'elles ont occupées jusqu'ici. Et ça participe de la pédagogie. Si on dit, par exemple, une femme ministre d'État ou une femme Premier ministre, ça met dans les têtes qu'une femme aussi peut être Premier ministre en raison de ses mérites. Elle ne sera pas Premier ministre seulement parce qu'elle est femme, elle sera Premier ministre en Et donc raison le de président n'a son pas besoin d'un expérience. discours qui pose ce genre d'acte. Non, c'est pour ça que je vous dis que ça passe aussi par là. Le discours peut annoncer une approche. Maintenant, l'approche qui a été annoncée, elle doit donc être mise en œuvre. Ça veut dire que le discours, évidemment, comme disait Mme Abega, ne suffit pas. Il faut donc mettre en œuvre des décisions qui viennent donc matérialiser le discours et qui montrent donc cette pédagogie de transformation de la société, qui permettrait donc que des femmes occupent des positions encore plus importantes. Mais il y a aussi l'action structurelle. L'action structurelle qui n'est même pas liée à un département ministériel spécifique, comme un ministère qui s'occupe de la promotion de la femme et de la famille. C'est-à-dire, en matière éducative, on peut mener des actions spécifiques pour encourager encore plus les femmes à être dans des domaines, et particulièrement des domaines où elles sont encore rares. Il y a eu des actions, par exemple, dans ce sens, pour que les femmes aillent de plus en plus dans les sciences fondamentales et pour qu'elles puissent donc y être aussi présentes. Donc, en réalité, c'est l'éducation qui, à mon avis, est la clé. Il faut enlever dans les têtes que les femmes seraient des êtres humains à part. Ce sont simplement des êtres humains comme les autres. Et maintenant, pour finir, la seule voie, je dis bien la seule, de développement de l'Afrique passe par un net rééquilibrage du rapport homme-femme. Pourquoi? Parce que historiquement, les sociétés africaines sont porteuses de la mémoire la plus ancienne de l'humanité qui était fondée sur le matriarcat. C'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'importance des femmes en tant que mères était fondamentale. Et pendant cette période, c'est la période où les sociétés africaines ont été dominantes dans l'histoire humaine. Si elles veulent donc redevenir dominantes, elles ont intérêt à revenir à ce que j'appelle le matricialisme. Permettez qu'on accueille Valère Bessala, Monsieur le Président, Monsieur le Guide. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Jean-Jacques, bonjour à vos millions de téléspectateurs et de téléauditeurs. Bonjour à mes copanélistes que j'ai le plaisir de retrouver ce dimanche. Je voudrais présenter mes plates excuses à tout le monde ici présent et à vos téléspectateurs pour ce retard qui n'est pas coutumier. Bon, c'est sûr. Pour si c'est sûr que ce retard n'est pas coutumier. En tout cas, ce retard vous a permis d'écouter tout le monde sur la question d'entrée. Le thème va interroger les 43 ans du renouveau, mais on essayait de comprendre à la lumière du discours inaugural du septennat du président de la République, lorsqu'il évoque le septennat de la femme, quelle compréhension? Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une reconnaissance un peu tardive ou d'un discours de rattrapage? Le sujet est fort à propos, mais partons d'abord du fait que les discours du président ne valent plus rien du tout. La parole du président ne vaut plus rien du tout. Comment cela? Est-ce qu'on peut dire ça d'un président de la République? Elle n'est pas observée par ses propres collaborateurs. Depuis le septennat qui est passé, nous le savons très bien, il dit une chose, ils en font une autre, les désordres gouvernementaux, et ainsi de suite. Alors si on en vient à cela, particulièrement pour les femmes, les jeunes, enlevons les jeunes, il ne s'agit pas d'aujourd'hui. Ouais. On peut bien comprendre que le président a encore dit une chose, à laquelle il ne croit pas. Il a encore dit une chose qui il a encore dit une chose qui ne se fera pas, parce qu'en fait, il n'a plus les moyens de suivre sa parole, d'ailleurs, qui est toujours restée vide quand il s'est agi des femmes et des jeunes. Mais nous sommes sur les femmes. Je voudrais simplement dire que la parole du président, comme vous en avez parlé tout à l'heure, s'agissant de la marginalisation, puisque c'est ça votre thème. Pour moi, la meilleure façon pour un homme de ce niveau-là, qui a fait 43 ans au pouvoir, d'annoncer effectivement qu'il n'a pas à cœur un sujet, qu'il n'a pas à cœur une frange de la société, c'est de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire d'annoncer effectivement que l'un des derniers septennats, nous demandons encore à Dieu de leur mener jusqu'à 200 ans, l'un des derniers septennats à la tête de l'État
sera consacré effectivement à la femme. J'enlève toujours les jeunes parce qu'il s'agit des femmes aujourd'hui. Parce qu'en fait quoi, vous ne pouvez pas concevoir que quelqu'un a fait 43 ans au pouvoir et qu'il vienne découvrir à la fin de sa vie politique qu'il avait oublié la femme. C'est incroyable. C'est la lecture que vous avez? Je dis bien, après 43 ans de pouvoir, un monsieur vient vous dire que il va se souvenir des femmes pour le septennat qui s'en vient. Donc, on était encore le 6 novembre, vous voyez. Alors que son prédécesseur s'est souvenu de toutes les franges de la société une fois qu'il a eu le pouvoir. Enlevons les 2 premières années de 58 à 60. Dès 60, on a vu ce qu'Ahidjo a fait pour la jeunesse, puisqu'il s'est souvenu de Paul Biya lui-même qui avait 29 ans, quand il est arrivé en 62. Il l'a pris par la main et il en a fait ce que nous connaissons jusqu'aujourd'hui. Delphine Tchanga dont vous parlez, c'est Ahidjo qui commence cela. Et quand on parle de Delphine Tchanga, parce que ce n'est que le poste de ministre, mais avant elle, il y en avait déjà qui pilulaient de partout dans les administrations. L'aîné Limbi a cité par exemple proviseur en 79. Et l'un des lycées les meilleurs, les plus grands de Douala, vous voyez. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait le lycée technique de Koumassi à cette époque avec Madame Dirouta. On ne peut pas donner de raisons valables pour justifier qu'un homme qui a fait 43 ans de pouvoir vienne se souvenir des femmes au crépuscule de sa carrière politique. Ça c'est l'un. De deux, moi je voudrais dire qu'en fait, le Cameroun est comme... le Cameroun c'est un pays curieux. Il est aussi peut-être comme les autres pays, hein, mais il a une particularité avec les femmes. Au Cameroun, là je parle sous le contrôle aussi de l'aîné Limbi qui maîtrise la Bible mieux que moi. La femme est une force, et le professeur l'a dit tout à l'heure, la femme est une force que nous refusons de reconnaître au Cameroun. C'est une force. Le professeur l'a même dit tout à l'heure, les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Je vais même vous dire dans l'administration que je pratique et que j'ai pratiqué, les femmes sont plus aguerries dans l'administration et sont, comment dire, plus accrochées aux valeurs dans l'administration que les hommes. Mais seulement la société est bâtie à telle enseigne qu'on puisse toujours la reléguer au dernier plan, on puisse toujours, par des complexes machistes, comme on l'a dit tout à l'heure, et même phallocrates, la ramener toujours à la triste portion congrue qui est celle du second couteau, c'est-à-dire celle qui doit seconder l'homme. Dans la Bible d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, l'aîné va me corriger si je me trompe, quand vous lisez l'histoire des grands hommes de la Bible, quand vous lisez même l'histoire des grandes sociétés même de la Bible, elles ont été faites, façonnées et même parfois protégées par des femmes. Je cite Esther. Esther, la nièce de Mardoché, qui a sauvé tout son peuple parce qu'elle était l'épouse du roi à l'époque. Vous avez... Les gens font de plus en plus référence au texte sacré. Vous avez... c'est du Elie Bilobé. Vous avez aujourd'hui... finalement un jour. Hein. D'accord. Vous avez, je vais encore citer 2 ou 3, même si c'est dans des mauvais exemples comme des bons, parce que je vais justifier les mauvais exemples s'agissant de la femme. Vous avez par exemple l'épouse de Jacob, justement, qui a influencé la succession. Par l'amour, peut-être qu'elle avait davantage pour le second fils que pour le premier. On sait ce qui s'est passé entre Isaü et son fils et son frère. Donc, on connaît aussi la grande histoire d'Abraham. Son épouse qui a permis à son époux d'avoir déjà une progéniture, même si Dieu lui en donnera un peu plus tard, d'avoir une progéniture à travers leur esclave. Vous voyez, on peut citer donc des cas et des cas, mais des cas négatifs aussi. Parce que j'ai parlé de l'influence de la femme dans la société. Nous avons notre ami Samson, qui justement a perdu sa force à cause de la femme. Vous voyez, nous avons Joseph en Égypte, qui a fait la prison à cause de la femme. Et pour vous dire en fait que la femme est l'être qui peut le plus et le moins dans une société où on la considère ou où on la déconsidère. Et le Cameroun n'a pas toujours compris cela aujourd'hui. Parlons donc du septennat, je sors par là, des femmes dont parle le président de la République. Lui, il vient annoncer un septennat des femmes le 6 novembre 2025. Alors que les femmes avaient déjà arraché tout un septennat depuis 2018. Moi, je suis désolé. Les femmes ont pris le pouvoir depuis 2018 au Cameroun. Nous savons au Cameroun qui dirige à la présidence de la République.
Nous savons au Cameroun qui tient le pétrole camerounais. Nous savons aujourd'hui. Donc ceux qui nous regardent là en face à l'écran savent que le président s'est trompé en disant qu'il confie désormais ou bien qu'il prévoit que ce septennat sera celui de la femme. Parce qu'en fait la femme est une force, elle est comme l'eau. Bon, je ne sais pas très fort en chimie ou en physique. On sait qu'on ne peut pas retenir l'eau, il va donc me corriger. Parce que l'eau finit toujours par trouver son chemin dans n'importe quelle matière. Si vous cherchez à trop la retenir, vous comprenez? Donc il faut toujours jouer avec les facteurs naturels. Et la femme est un facteur naturel qu'il faut savoir manager et ménager dans toute société. Vous comprenez? Alors, comme il a donc retenu la femme pendant 43 ans, il l'a maté dans son parti politique, parce qu'on vient de le dire, René Limbi l'a dit. Qu'est-ce qui constitue le bastion principal du parti au pouvoir? C'est la femme. Et dans la plupart d'ailleurs des partis politiques qui comptent, c'est la femme. Mais il a maintenu la femme dans cette portion congrue. Alors les femmes ont décidé, lorsque nous nous sommes retrouvés donc, et c'est le cas aujourd'hui, dans une situation de phallus mou politique, de phallus politique mou, je préfère cette expression-là, les femmes ont décidé donc de récupérer le pouvoir. Parce que le président n'en pouvant plus, la cuisine a récupéré le pouvoir. La cuisine travaille désormais avec celle qui est aussi de l'autre côté, la SNH qui gère notre pétrole. Et des cas et des cas et des cas et des cas. Donc je ne voudrais pas que l'on pense que Paul Biya dit quelque chose d'intéressant le 6 novembre. Au contraire, il s'est moqué une fois de plus de la femme. Mais il s'est trompé parce que dans son, dans son état de faiblesse, il n'a pas compris qu'en fait la femme avait même déjà récupéré sa liberté depuis, avait déjà récupéré la force politique de ce pays et dirigeait même déjà à sa place. Parce que lui croit qu'il est encore président, mais il ne sait pas une chose, c'est que les femmes autour de lui et un peu plus loin de lui ont déjà récupéré le pouvoir au Cameroun. Merci Valère Bessala. Fatima Toubengolo, Valère dit que ce que vous célébrez aujourd'hui, c'est déjà acquis depuis. Il sait comment il explique cela. Moi, la cuisine aurait pu les rênes du pouvoir au Cameroun, mais il dit que votre parti a maté la femme pendant 43 ans et qu'aujourd'hui, ici, il en parle, c'est qu'il se moque un peu de la femme. Monsieur Jean-Jacques, sur le sujet de la femme, épouse d'un homme de pouvoir, lorsque vous voyez un homme de pouvoir qui a le statut du président Paul Biya, c'est parce qu'il a une très bonne femme. Parce que, observez bien, derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Lorsque un homme politique a du mal à briller sur la scène nationale, allez interroger sa cuisine. Est-ce que sa cuisine partage même son idéologie ou bien sa vision de la chose politique? Et ne soyez pas surpris que cet homme politique aille à l'élection et que sa cuisine vote contre lui parce qu'il n'est pas prêt, elle n'est pas prête à l'accompagner. Elle sait que, elle connaît mieux son homme que tout le monde. Elle sait ce qu'il fait là, c'est la démagogie. Il mènera notre peuple vers la dérive. C'est pour cette raison que nous avons notre chapeau bas vis-à-vis de cette grande dame qui a su accompagner son homme. Nous avons l'habitude de nous le dire. C'est le côté social de l'homme politique, Paul Biya. Si les autres prennent ça comme une insulte, ils font fausse route. Et j'ai l'habitude de dire, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et lorsqu'un homme, une femme gravit les échelles de pouvoir de la société, un homme de valeur tient l'échelle. Donc c'est le retour de l'ascenseur. Et Paul Biya est un cas d'école que les hommes politiques qui aimeraient, le couple Biya en fait, qui aimeraient briller, qui aimeraient accéder au pouvoir, devraient apprendre. Qui t'a donné l'impression que la femme a tout pris? C'est ça? Suivant. Qu'elle décide désormais? Derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est sa coach, c'est sa partenaire. Monsieur Jean-Jacques, quand vous avez quand vous voyez, les autres sont libres de voir en fonction de leur ressenti. Vous savez, quand vous portez votre costume, je ne l'ai pas. Ou bien mon partenaire ne peut pas avoir ce type de costume. Je veux dire, il craint trop. Est-ce qu'on a besoin de s'habiller comme ça? Tu peux porter ton super de 3500, tu vas faire la friture. C'est ça. Parce que justement, il n'a pas les moyens d'avoir ton costume. Donc si quelqu'un n'a pas les moyens d'avoir une dame comme Chantal Biya,
qui accompagne son homme, pourquoi voulez-vous qu'il l'encense? D'accord. Il ne peut trouver qu'une autre façon de la regarder. Et c'est sa liberté, dites-vous. C'est aussi ça la démocratie que Paul Biya a apporté. Autant les hommes parlent, autant les femmes parlent. Quand nous revenons sur notre parti politique, le RDPC. Et dès que le RDPC a maté la femme. Nous sommes un parti politique qui a une organisation des femmes, une organisation des jeunes. Et la place que le RDPC accorde à la femme, il ne l'accorde pas à l'homme. Je m'explique. Une femme peut être présidente du RDPC. De section RDPC. De section RDPC. L'homme ne peut pas être président de l'OF. Un jeune peut être président de section RDPC. Par contre, un adulte, conformément à notre parti, notre test de base, ne peut pas être président de logis. C'est vrai que les gens viendront vous dire, oui, depuis l'organisation du congrès en 2011, les gens ont atteint 50 ans. C'est normal, puisque de 2011 à 2026, ça fait 15 ans. Si quelqu'un avait 35 ans, âge requis pour être président de logis, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'il soit à 50 ans. Ça veut dire que les femmes ne sont pas votées dans le RDPC. Maintenant, pour le pouvoir politique, les femmes comme au RDPC, comme dans tout comme au niveau de l'État du Cameroun, de la nation camerounaise, les femmes sont nombreuses. Mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que quand la femme est candidate, elle ne parvient pas à battre tout le monde? C'est parce que les femmes ne savent pas aussi s'entendre sur l'essentiel. Les femmes sont un problème pour la femme. Ce n'est pas un problème, elles ne savent pas s'entendre sur l'essentiel. Parfois, est-ce aussi un complexe, comme le complexe de ceux qui regardent en Chantal Biya, un problème, qui voient que, pourquoi toi, pas moi? Peut-être elle n'a pas les mêmes capacités que toi. L'unique capacité dont elle dispose, c'est d'aller mettre le bulletin dans l'urne. Il y a des critères peut-être que tu as, qu'elle n'a pas. Mais elle préfère aller apporter son concours. Ça s'explique clairement. Et de la même façon, nous avons l'habitude de le dire. Les femmes sont majoritaires en termes de nombre, en termes de chiffres électoraux, Oui. Mais les femmes font très peu de bons résultats. Deuxième chose au niveau du RDPC, pour corriger, les 30% sont strictement respectés. Au niveau des listes, de la constitution des listes des conseillers municipaux, les femmes, le quota c'est au minimum 30%. Ça s'arrête là. Et les garçons, les jeunes, c'est 30%. Pour vous dire, la subtilité de la politique. La politique, je n'ai pas encore parlé des décrets. Parce que là, le président, en homme souverain, prend la décision et vote. Mais ça s'arrête très tôt. Maintenant, 30%, c'est les conseillers municipaux, par exemple. Mais quand il faut être maire, si vous prenez le cas de Yaoundé, on va avoir des exemples précis. La chance que nous avons. Si vous prenez le cas de Yaoundé, vous avez 7 mairies, il n'y a pas de femmes maires. Monsieur Jean-Jacques Zé, tout à l'heure, monsieur Elimbi Lobé a parlé de quelque chose de maintenant. En 2020, nous étions sur le champ politique. Il y a 41 conseillers. Il y a 30% de jeunes. Moi, je parle de la commune de Fumot. Il y a 30% de femmes, voire plus. Il faut élire un maire. Le choix que les femmes font, c'est d'être adjoint, membre de l'exécutif et non chef de l'exécutif. C'est ce qu'on leur impose. On ne leur impose rien. C'est l'élection. Parce que les gens parlent de ce qu'ils se placent à la fenêtre et regardent ce qui est en train de se passer au RDPC dans la maison ou bien dans la chambre. Vous allez aux élections. Puisque quand on parle de l'investiture, monsieur Jean-Jacques Zé, vous construisez votre liste sur la base des critères retenus, non seulement par le parti, mais également par l'ECAM. Et lorsqu'on vous a voté, le vote se passe en interne. Le RDPC organise un premier vote. C'est le comité central qui vient organiser le vote en interne. Il n'est pas exclu, par exemple, pour le cas de Fumot. Après l'élection du conseil par le parti, quand le préfet est arrivé, les conseillers ont décidé d'aller encore à l'élection. Et le choix qui a été fait, qui avait été opéré lorsque le responsable du comité central était arrivé, c'est le même choix qui avait été reconduit parce qu'on a eu les mêmes au même poste. C'est pour dire quoi? Alors que c'était une forme de rébellion pour eux, ils se disaient que non, je vais encore y aller. Les mêmes qui avaient été battus
lorsque le membre du comité central avait organisé, les mêmes ont été battus. Et parfois avec des voix en moins. Parce que les autres avaient choisi de jeter. Donc, c'est trop facile de rester dans la rue et dire ce qui se passe du RDPC. Au moins, le RDPC a la chance de le faire. Nous aimerions également voir certains partis qu'on parle aussi d'eux. Bon, nous sommes. Moi, je suis sur votre parcours. Faites le tour. Structuré. Le ne fait pas de marginalisation, ne parle pas les femmes de ce côté. Faites le tour. Oui. Là, monsieur, comme dans la vie, en politique, les cadeaux ne se font pas. Tout à l'heure, monsieur Elimi Lobé a parlé de la parité qui pour lui serait un problème. Lorsque vous allez à l'élection, on dit c'est la démocratie, c'est le vote. Je suis candidate, vous êtes candidat. On ne va pas imposer aux gens de me voter moi. Je dois battre campagne et permettre aux gens de poser leur regard sur moi. Les femmes vous écoutent. Ça veut dire que si elles n'occupent pas les places, les femmes doivent apprendre parce qu'elles ne sont pas engagées, elles n'osent pas oser et ne pas être toujours sous la botte. Parce qu'elles ont toujours l'impression que si elles se mettent devant, on va les regarder. Monsieur Jean-Jacques Zé, en 2013, j'étais titulaire dans ma circonscription, dans un département que vous connaissez très bien, le nom, c'est pas facile. 8 arrondissements, il y a 4 députés. J'étais titulaire sur la liste du RDPC. En 2020, c'était pareil. Avoir 46% dans ce contexte, ce n'est pas donné. Mais il faut oser. D'accord. Et à côté de ça également, cela ne suffit pas. Il y a les pratiques communautaires. Nous qui parlons des femmes, nous qui parlons des partis politiques, et en sensant, disons qu'on doit faire ceci, et nous-mêmes nous sommes responsables politiques, nous sommes ressortissants de quelque part, il faudrait que les gens soient aussi socialisés à l'acceptation de ce que la femme puisse être. En 2015, j'étais candidate pour être président de section au GRDPC. Et lorsque on échangeait, j'ai suivi un groupe de personnes, pas seulement des jeunes qui étaient de mon organe de base, mais également des femmes et des personnes d'un certain âge qui demandaient que, mais comment une femme veut se placer devant les hommes? Il faut que ces mentalités rétrogrades merci pour que la femme puisse avoir ce qu'elle mérite et que les femmes accompagnent également les femmes. Merci d'avoir souligné l'organisation, la structuration de votre parti. Mais ce qui semble compter aujourd'hui, professeur, c'est ce que les gens voient. C'est ce qu'ils comptabilisent. Ils ont un gouvernement d'une soixantaine de portefeuilles. Combien de femmes on y retrouve? Il y a 10 régions. Combien de femmes on a à la tête de ces régions? Il y a les mairies de ville. Combien de femmes on compte à la tête des mairies de ville? Les conseils régionaux sont venus s'ajouter. Combien de femmes? C'est ce qui retient davantage l'attention de la femme. Et lorsqu'on fait le bilan de tout cela, c'est difficile d'être satisfait. Ce sont encore objectivement des espaces fermés. Mais il n'y a pas de fatalité. Il y a dans la société camerounaise des positions qui étaient complètement fermées, qui aujourd'hui sont ouvertes. Autrefois, il était difficile de voir, par exemple, des femmes à un certain niveau de responsabilité dans l'armée, dans la police. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui sont au plus haut niveau, même si là-bas, il faut aussi encore faire des efforts, même par rapport aux pays africains. Dans d'autres pays africains, par exemple, vous avez des femmes qui sont générales, mais au Cameroun, il n'y en a pas encore. Donc, on peut avancer, mais on avance en tenant compte de ce qu'on est. Et de ce point de vue, malgré sa diversité, il y a quand même une convergence. La phallocratie est très forte au Cameroun. Les Camerounais sont phallocrates et machistes. Donc, il y a beaucoup de travail pour changer cette manière de voir et de faire. Mais ça peut se faire. Et c'est là où ce que j'appelais tout à l'heure la pratique morale est importante. Ça veut dire que le leadership doit utiliser sa position pour transformer la société. Si on attend seulement que la société va se transformer par la base ou au niveau intermédiaire, ça ne se fera pas toujours facilement. Dans les partis politiques, par exemple, que ce soit les partis associés à la majorité gouvernementale ou les partis d'opposition. Il y a servi d'exemple. Oui, mais c'est quelque chose. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que le leadership peut transformer, contribuer à transformer les choses. Mais même dans ce cas-là, ce qui est important, ce sont les évolutions sociologiques, c'est-à-dire que la société elle-même se transforme. Et
en viennent à des perceptions qui sont plus favorables à une inclusion renforcée des femmes et c'est simple. Il faut simplement, dans l'éducation, montrer à la base que fille ou garçon, c'est simplement être humain. On ne peut donc pas parler de marginalisation, mais demander à la femme d'être encore patiente. Elle va répondre que ça fait des siècles qu'elle est patiente. Non, moi je ne parle pas de patience. Je parle de transformation. Ça veut dire qu'on connaît une situation dans laquelle il y a encore un certain nombre de verrous à l'épanouissement de la femme. Et on commence à changer cela. On peut donc commencer par le haut, par le leadership. Mais il est important également que le changement se fasse à la base et au niveau intermédiaire. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Et simplement, je dirais pour les femmes de ne pas être fatalistes. Les sociétés se transforment, comme je disais tout à l'heure. Et ils interrogent le rythme de transformation. Oui, le rythme de transformation, maintenant, c'est une chose. Le rythme est lent. Objectivement, quoi qu'on en pense, le rythme est lent. Donc, on peut faire des efforts pour accélérer les choses. On peut faire des efforts pour accélérer les choses, Madame Abigail, dans cette logique-là. Pas de marginalisation, mais une lenteur justifiable. Je ne pense pas que la lenteur soit justifiable. Je crois que c'est une volonté politique de maintenir les femmes en l'état. Je vais m'expliquer. Allez-y, madame. Déjà, combien de femmes ont accès à l'autonomisation? Combien de femmes ont accès au financement? Si la campagne électorale des femmes était accompagnée financièrement par le gouvernement, les femmes pouvaient s'imposer sur le champ politique. Mais vous-même, vous savez... Là, vous êtes en train de définir les femmes qui ont besoin de cadeaux. Elles veulent s'engager politiquement. Elles veulent que spécialement, on accompagne leur campagne. Je ne parle pas des femmes qui ont besoin de cadeaux. Quand nous avons des programmes gouvernementaux qui parlent de l'autonomisation des femmes, mais que ces programmes gouvernementaux n'atteignent pas les femmes, qu'elles n'aient pas accès à ces financements, par exemple, pour mettre sur pied les activités génératrices de revenus afin d'être financièrement autonomes. Si elles ne sont pas financièrement autonomes, il y aura toujours ce genre de problème dans la société parce que pour battre campagne, il faut de l'argent, il faut les moyens. Pour s'imposer dans la société, il faut les moyens. Pour avoir les états de service, il faut les moyens. Donc, si on accorde les financements aux partis politiques pour la campagne électorale, on doit accompagner les candidatures féminines. Si on veut que les femmes s'imposent, par exemple dans l'exécutif, vous n'allez pas dire aux conseillers municipaux d'accorder les suffrages à une femme qui n'a pas déjà les états de service sur le terrain, mais qui est élue conseillère municipale dans une liste. Parce que pourquoi est-ce qu'elle n'a pas des états de service? Peut-être parce qu'elle ne s'engage pas elle-même. Si elle, est-ce que quand on accorde des suffrages aux hommes, c'est parce qu'ils ont des états de service? Je suis en train de m'expliquer. Si on parle des états de service, c'est d'abord quoi? C'est les actions sociales que nous menons sur le terrain. C'est à travers ces actions qu'on se fait connaître. Mais tu ne peux pas apparaître en politique si tu n'as pas déjà ces actions sociales qui parlent en ta faveur sur le terrain. Parce que la faiblesse serait que vous vous positionnez déjà comme femme. On se positionne comme femme. On se positionne comme femme. Est-ce que ce n'est pas ça? On se positionne comme femme. Vous savez que pour assister déjà à toutes les réunions, il faut avoir la capacité de se mouvoir, la capacité de pouvoir assister à ces réunions. Et pour s'imposer dans notre société. Il faut avoir la capacité de s'imposer dans notre société par des actions. Et maintenant, si la capacité financière des femmes reste réduite, vous pensez que dans une commune, par exemple, je parle de ça, c'est mon arrondissement d'origine. Dans une commune comme l'arrondissement de ça, tu vas apparaître, on ne te connaît pas dans la localité, on ne sait pas ce que tu as posé comme acte en faveur des populations, tu n'as pas assisté les populations, et puis un jour tu arrives, tu es dans une liste des municipales, votre liste passe, et puis on dit, non, c'est parce qu'elle est femme qu'on va faire d'elle mère aujourd'hui. Non, c'est les états de service, et je continue à dire, si on veut que les femmes
s'impose. Si on élit les maires sur la base des états de service et non sur la vision, c'est-à-dire que je viens, voilà ce que je propose, on commence à regarder si vous avez donné les dons. Mais c'est le parti, c'est ce que le parti au pouvoir a enseigné au pouvoir. Oui, c'est ce que le parti au pouvoir a enseigné aux populations. Parce que maintenant, pour battre campagne, il faut les moyens, il faut aller donner à boire et à manger, il faut faire ceci, il faut mettre de la logistique, en place. Donc si tu n'as pas cette logistique-là, tu ne peux pas t'imposer, qu'on ne se mente pas et qu'on ne vienne pas nous dire ici que les femmes on va faire des cadeaux. Enfin, on ne se fait pas des cadeaux en politique. C'est les états de service qui parlent. Et c'est les moyens que nous avons qui parlent. Donc, si on veut... le chiffre qu'on a avancé tout à l'heure concernant la présence au gouvernement, oui, la présence à la tête des conseils municipaux, conseils régionaux, même des régions de notre pays, comme gouverneur, est-ce que là-bas encore il faut chercher les états de service? Là-bas, comme gouverneur, ça c'est des postes, ça c'est de la nomination. Voilà. Il y a à côté de moi un administrateur civil. Il sait de quoi je parle. C'est la nomination, c'est la compétence. Pourquoi non pas les femmes, elles ne sont pas compétentes? Je n'ai pas dit qu'elles ne sont pas compétentes. On parle des avancées. On parlait d'abord des postes électifs. Donc, je disais, en ce qui concerne les postes électifs, il faut s'imposer d'abord sur le terrain, être visible sur le terrain, être connu sur le terrain. On ne sort pas de l'anonymat pour devenir maire dans une localité. On ne sort pas de l'anonymat pour devenir député. Peut-être que cela a été, mais aujourd'hui, les données ont changé. Maintenant, ce qui concernant les postes, les nominations, on est là sur le discours du chef de l'État, qui a dit, qui fait confiance aux femmes, que c'est le septennat des femmes et des jeunes. Mais on n'a pas vu des actions concrètes qu'il a menées pour matérialiser sa déclaration. On a parlé de ça. Maintenant, donc, il a nommé les femmes, elles sont sous-préfètes. On n'a pas encore le gouverneur femme. On n'a pas le gouverneur femme. Il y a les ministres femmes. Les femmes continuent à tendre la main. Nous tendons toujours la main puisque les femmes font les mêmes écoles. Le professeur l'a dit tantôt que ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Nous sommes intelligentes. Donc, on ne sait pas sur quels critères il se base pour ne pas accorder plus de confiance à des postes de nomination aux femmes. Mais quand il parle du septennat des femmes et des hommes, moi je vous ai dit d'entrée de jeu qu'il dit merci aux femmes, il dit merci aux jeunes, parce que c'est la masse électorale la plus consistante. Si tu ne l'as pas avec toi, tu ne peux pas accéder à certains postes électifs. Il les remercie, c'est vague. Il dit, j'ai le septennat des femmes. Depuis le discours du 31 décembre, nous sommes bientôt... Le 6 novembre, le discours du 6 novembre, le discours du 31 décembre, il a parlé des femmes, mais nous n'avons pas vu la matérialisation de sa déclaration. Ce qui veut dire qu'il a dit comme un politicien, merci mesdames, merci les jeunes, et ça s'est arrêté là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a le contraire à me prouver. Il a nommé la procureure générale. Mais la procureure, est-ce que c'est la procureure générale? Donc, comme il a nommé la procureure générale, ça veut dire qu'elle représente le merci, ou bien alors elle représente la promesse, ou alors le merci qu'il a donné aux femmes. Non, moi, c'est mon temps de parole. Et je suis en train de dire que on ne peut pas justifier la déclaration du chef de l'État par l'unique nomination de Madame le procureur général. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes et les femmes attendent toujours. Pour moi, c'est un slogan politicien. D'accord. Slogan de septennat des femmes, un slogan politicien avec les Libye Lobé. On est obligé, chaque fois qu'on interroge les États pour essayer de voir quelle est la représentativité de la femme, d'observer quand même qu'au niveau des postes vitrines, des structures vitrines, il n'y a pas de façon visible la femme. D'où la question sur la marginalisation qui a été posée. Ce que vous dites est un constat. Ce qui est embêtant, c'est que vous voyez deux femmes qui n'ont pas la même perception des efforts ou bien de la condition de la femme. Celle-ci, elle est dans le parti au pouvoir et il lui est interdit de critiquer son parti. Elle est du corps. Elle essaye de montrer que oui, on a nommé. Et bien ça, là, vous disait qu'on est à 43 ans de question de promotion de la femme. Je suis né, j'ai trouvé qu'on parle de la promotion de la femme. Jusqu'aujourd'hui, on continue. Ça va finir même quand? On dirait que ça ne finira pas. Vous voyez, celle-ci, elle est de l'UNDP. C'est d'ailleurs des amis. Ce sont des amis politiques. Mais ils ne s'entendent pas. Et elle a raison. C'est Mme Abega qui a raison. Tu n'as pas raison. Tu fais la propagande. Tu n'es pas le juge en même temps. Oui, je suis le pour vous. Parce que Mme Abega pose un problème qui est évident. Vous êtes au pouvoir.
Vous avez je vous ai gardé un morceau choisi. Paul dit à Timothée, qui est son fils spirituel, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Je ne veux plus faire des émissions où je critique Paul Biya. Paul Biya a déjà entré. Je ne voulais pas qu'il arrive là. Mais il est entré dans l'âge où on ne peut plus s'asseoir comme ça. Oh, tu n'as pas fait ceci. Mais vous nous obligez de le faire. En 43 ans, si c'est à la 43e année qu'il vient nommer une femme procureur général, on dit très bien, mais ça ne peut pas faire l'objet d'explications et d'éloges. Où sont les... Non, ils sont dans... Ils ont gagné. Avec quoi avant? Ils ont gagné. Ils ont gagné. Oui, ils ne peuvent être il n'y avait rien. Non, monsieur Libye Lobé, 30 secondes. Quand je parle de la procureure générale, c'est parce que de manière péremptoire, Madame Abeg a dit ceci. Il a fait un discours, il a remercié les femmes, il n'a rien n'a suivi. Je lui demande donc le fait d'avoir nommé, puisque c'est quelques semaines après, le président n'a pas encore fait un an depuis son septennat. Après ça, il y a eu la nomination de la dame. On ne peut non plus négliger, on ne peut pas dire que ce n'est pas un an. On a compris. Être dans l'hyperbole, tel que monsieur on veut le faire savoir qu'on est en train de comme ça. On voit simplement. Il y a quand même des gens, on voit faire un pas, il y a un pour faire des pas, on fait le premier pas. D'accord. Et le pas suivant. Voilà. On a compris. Dans les circonstances techniques, tu n'as la parole pour rien. Tu n'as pas expliqué quelque chose de nouveau. On a compris que... Non, on a compris que pour toi, il y a des avancées. Mais tout le monde l'a aussi dit. Sauf que pour Madame Abega, qui elle est dans votre opposition, étant votre amie, elle dit que vraiment ce discours-là, elle ne voit pas les effets. Peut-être que tu es en train de lui dire d'être encore un peu patient parce qu'on n'a pas encore nommé le gouvernement. Et que peut-être que les députés ne sont pas encore élus. Peut-être que le RDPC va faire des listes de 50-50, n'est-ce pas? On ne sait pas. Peut-être c'est ça que tu veux dire. Mais ce que je dis, c'est que dans le propos de Mme Abega, il y a un doute qui renvoie à la structure même de la société et à la difficulté de la transformation des mentalités. C'est en cela que son propos est pertinent. Si on a 63 ans d'indépendance, en 63 ans d'indépendance, on n'a pas encore eu un gouverneur femme. D'accord? Il y a quand même un problème. Et ce problème ne se trouve pas au niveau des femmes en tant que telles. Il se trouve au niveau de l'état d'esprit de ceux qui nomment. Ça, je suis d'avis. Voilà. Si en 43 ans, on n'a pas eu de préfet femme. On a quand même. Maintenant, combien? Mme Zongo, 2 ou 3? 2. Voilà, 2 sur 58. Il disait déjà qu'il n'y avait pas. Mais Madame Abeg, Madame Bengono. 2 dans 58, c'est trop proche de 0. Oui. Mais c'est différent de 0. Et c'est tellement proche de 0 que cela s'opère en 63 ans. Où on fait des discours sur la promotion de la femme. Non, ne gâtons pas notre émission. Nous demandons aux décideurs, qui sont essentiellement les hommes, de faire confiance aux femmes. Voici un ancien administrateur civil. Il reconnaît... Administrateur civil. Oui, il reste. Voilà. Il est administrateur civil, même comme il est de mon côté. Il reconnaît la pertinence et les aptitudes des femmes. Voici un grand professeur de notre système éducatif. Grand. Il reconnaît Très grand. les femmes, n'est-ce pas? Moi, je suis un homme politique, je suis là depuis. Je vous dis, les femmes ont une contribution dans la dynamique sociale qui a été reconnue même par le système des Nations Unies. Du point de vue du travail sur le terrain, la production. Il n'y a donc pas de raison que si on veut promouvoir les femmes, que la vitesse soit aussi large, qu'elle soit au point où elle suscite des inquiétudes. Donc, on dit simplement au chef de l'État, Monsieur le Président, quand vous êtes le chef du parti le plus puissant, et que vous allez bientôt investir, montrez-nous la preuve que ce que
vous voulez dire là ne relève pas simplement de la propagande. Investissez beaucoup de femmes dans les listes du RDPC. Cela donnera même de l'exemple aux partis de l'opposition qui investissent très peu de femmes. D'ailleurs, il y a très peu de femmes dans l'opposition. Maintenant, quand vous allez aller à la session de mars qui arrive là, mais ça, on va renouveler le bureau. Mais en 43 ans, on n'a pas eu de vice-président de l'Assemblée nationale femme. Il y en a. Je parle du premier vice-président. Bon, voilà, c'est le premier, il faut donc préciser. D'accord. Quand on a une présidente, moi je parle du premier vice-président. On a une présidente de l'Assemblée nationale. Une présidente, pourquoi pas une présidente Non, de laissez l'Assemblée d'abord ce nationale? que vous voulez. Allez militer et soyez dynamique là-bas à l'intérieur. C'est vous-même qui acceptez les postes de danseurs. C'est pour ça que ça se passe comme ça. Mais nous, on est en train de dire à toute la société camerounaise que la promotion de la femme voudrait qu'on n'ait plus des situations du genre le président de l'Assemblée nationale est une femme et le premier est un homme qui est là depuis 43 ans pratiquement et que le premier vice-président ne soit pas une femme. N'est-ce pas? Ça ne permet pas de donner de la crédibilité à notre discours. Nous venons d'avoir 10 présidents de conseils régionaux qui viennent d'être élus. Nulle part on a pensé à mettre une femme. Ce n'est pas bien. Même pas dans un pli Donc, fermé. même pas dans le... Aucun pli fermé n'est sorti avec une Non, femme. une femme. Je comptais beaucoup que Cathy Meba allait être là-dedans. Mais même là-bas, alors que c'est elle qui a amené la fronde. Vous voyez, ça montre que ce qu'on a dit est pertinent. C'est un état d'esprit, c'est la culture qu'il faut transformer. Et il faut que les femmes s'impliquent dans cette transformation de la culture de nos communautés. D'accord. Dans nos communautés, nous pensons que la femme réfléchit moins. D'ailleurs, dans les maisons, là, dans les familles, là, tu connais les chefs de famille femmes. Que les gens s'asseyent comme ça, ils décident que chef de famille ici. Enfin, tu connais combien de chefs? Tu connais combien de chefs? Ça peut arriver, mais de manière exceptionnelle. Voilà, tu traditionnel. connais combien de chefs supérieurs de premier degré? Chez les Ewondo, il n'y a pas. Oui, avec la dame Deuxième degré. Madame Asiga. Donc vous voyez, n'est-ce pas? Donc il y a un problème que nous devons traiter et je dis aux femmes, vous êtes en partie responsable parce que vous-même vous acceptez Autrement, qu'on néglige vos potentialités. C'est ça que je suis en train de vouloir dire. Alors, sur cette on va sortir de la question, Valère Bessala. Les chiffres, les miroirs de la représentativité de la femme sont bien connus. Gouvernement, assemblée, conseils municipaux, conseils régionaux. On est montré dans le commandement, l'armée et consorts. On n'évolue pas beaucoup, même si on vous répond qu'il y avait quoi avant. Non, moi je trouve que ces débats de il y avait quoi avant sont des débats enfantins. Pour moi, c'est pas ça le débat. Le débat n'est pas pour moi dans la quantité, au moins dans la qualité. Vous voyez? Parce que la quantité devrait aller de soi. Puisque quand on parle de parité, il s'agit de quantité. On parle du nombre, il dit de préfère en 43 ans, sur 58, c'est la quantité. Mais le problème est que même quand on excuse même la quantité, même quand on excuse Abiyaye à ses 43 ans la quantité, on se rend compte que même la qualité qu'il convoque pour représenter les femmes dans le système n'est vraiment pas celle qu'on attend. Là, je suis en train d'interroger les utilisations qui sont faites de la femme par le système. Alors, vous voyez, moi je sors un peu d'une analyse... je ne vais pas dire ça comme cela, visible, connu de tous, parce que je sais que ceux qui connaissent les méandres de l'administration et de notre société politique, et surtout de l'évolution des femmes, depuis Aïdjo jusqu'à Biya, savent comment les femmes qui sont arrivées à un certain niveau de responsabilité ont fait pour arriver là. Vous voyez, le pouvoir de Yaoundé utilise la femme comme une chose. Comme une chose. C'est pas exagéré là. On a quand vous voyez une femme, parfois de manière générale, je dis de manière générale, c'est-à-dire dans une proportion de 80%, arriver quelque part, soit elle est l'amie de quelqu'un qui dirige, soit elle est la sœur de quelqu'un qui dirige, soit elle est l'épouse de quelqu'un qui dirige. Bon, si je m'arrête sur l'épouse.
Prenez seulement ici à Ngomedjab. Le député dans l'Union Esso, là-bas, est l'épouse du président du Conseil constitutionnel. Mais vous allez voir que si on parle de quantité, on va dire on a donné aux femmes. Est-ce qu'elle est la meilleure dans l'Union Esso? Vous voyez, je peux continuer. Hein. Ah bon, donc les députés d'Union Esso, c'est l'épouse du... Il y en a deux. Et il y a parmi une femme. Et cette femme est l'épouse de Mais votre parti aussi a accepté. Vous avez accepté ça dans votre parti. Alors, il le dit, peut-être celui qui avait célébré l'acte de... Alors, donc toi, tu ne sais pas que le député d'Union Esso... Monsieur Lindy Lobé, alors, votre épouse n'est pas moins citoyen que vous. Oui, mais il y a là-dedans un problème. S'il le dit, moi je ne suis pas au courant. C'est lui qui fout dans la cuisine. Moi, je ne sais pas le cas. Député de la nation, c'est pas de quoi ça le député de la nation. Allez-y, Valère. Donc voilà les utilisations de la femme. Je vous cite donc des statuts et des statuts. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on a toujours humilié la femme même lorsqu'il fallait choisir la qualité. Vous comprenez? C'est-à-dire que si vous prenez la Camtel, vous savez qui est là. Je n'ai pas besoin de vous donner son statut social. Vous voyez? Si on a parlé de... Bon, là-bas même, on ne peut même pas en parler, puisqu'il s'agit carrément d'un hold-up. Il s'agit d'un hold-up administratif. C'est un hold-up administratif par une femme, vous voyez. Je peux encore citer d'autres cas, un peu partout. C'est pour vous dire qu'en fait, le régime de 82 a toujours humilié la femme. Et cette femme, justement, au-delà des faits de phallocratie, a toujours subi parfois le phallus de l'homme pour parfois arriver et atteindre certains objectifs de la société. Moi, je reste dessus. Je vous ai dit que mon interprétation aujourd'hui va sortir de ce que vous pensez. C'est le fait de société. Donc là, je voudrais dire aux femmes que moi, ça m'embarrasse que je me retrouve sur un plateau, voilà l'aîné Limbi, voilà aussi le professeur, et que nous, on se retrouve à mieux défendre les femmes que les femmes elles-mêmes qui se posent sur le plateau. Mais je comprends aussi, parce que c'est là où je vais excuser Madame Bongon, que j'aime beaucoup. Et parce qu'en fait, on a parlé, l'aîné Limbi a parlé d'éducation tout à l'heure. La femme a été formatée même sur le plan éducatif pour accepter son infériorité. J'espère que pour accepter son infériorité. Et moi je comprends que Madame Abega qui est dans l'opposition et qui par l'opposition et par les fièvres de l'opposition a pu se démarquer de ce formatage éducatif là mieux que sa vis-à-vis. Vous voyez, c'est pour cela que pour moi, pour un départ, et sur cet élément, je peux déjà expliquer cette opposition. C'est-à-dire qu'on a appris à la femme dans le parti au pouvoir que vous êtes une danseuse. C'est les Limbi et Lobé qui l'a dit. D'ailleurs, quand vous regardez, quand le président arrive, ou bien quand il y a les manifestations du parti au pouvoir, ou bien les inaugurations, là, si vous comptez 10 personnes, c'est 8 femmes qui dansent autour des tambours et des tam-tams. Vous voyez, c'est ça le véritable souci. Si les femmes chantent, les femmes levez. Pourtant, moi je voudrais que l'on convoque la qualité. Vous voyez, parmi les femmes, même si on ne peut pas leur donner la quantité. Prenons un cas. Nous avons Madame Ondouabi-Wole. Moi, je cite des femmes. Ondouabi-Wole. Elle a dit, le texte sur les entreprises publiques dit 3 ans renouvelables 2 fois. Article 70 de ce décret dit que, à l'alinéa 4, dit que tous les actes qu'un directeur général ou son agent vont poser après les 9 ans est un acte nul et de nul effet. Vous comprenez? Elle a pris ses responsabilités, elle est partie. Qu'est-ce que le gouvernement de 82 a fait de cette femme? Elle vadrouille dans les plateaux avec vous quand vous l'appelez, elle est là. On l'appelle ailleurs, elle est là. Bon, c'est vrai, elle est professeure d'université. Bon, ça c'est privé, on ne dit pas que tout le monde doit absolument être nommé. Mais voilà une femme de valeur. Un peu dans le style, tu as voulu montrer que voilà, tu vas donc voir. Tu vois donc. Alors, je peux citer d'autres, hein. Laissons Madame Ondouabi-Wole. Vous savez, Madame Rebecca Enonchon, par exemple, que moi je suis, je ne la connais même pas. Mais je suis son parcours. Parmi les femmes entrepreneurs, j'ai vu comment elle a lancé. Nous avons même encore une autre, Vera Songwe. Madame Vera Songwe. Elle a été recrutée par le président sud-africain. Elle est conseillère du président sud-africain. Une Camerounaise. Elle a fait la Banque mondiale tout le temps et jusqu'à, je crois, elle doit avoir 57 ou 59 ans, je n'en sais pas grand-chose. Et elle a été recrutée par d'autres personnes à l'étranger, par un autre gouvernement qui a vu sa valeur. Alors, si vous interrogez dans la qualité que nous avons à l'intérieur, et la qualité que d'autres reconnaissent chez nous, et qui les recrutent
pour pouvoir les aider à avancer, alors que nous-mêmes, nous en avons besoin, mais nous n'en faisons pas cas. Vous posez donc des questions. Quels sont les objectifs de Yaoundé? Quels sont les objectifs de celui qui dirige? Donc, je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, le débat de la femme soit un débat sur le nombre. C'est vrai, il y a une question de nombre. Mais sur quel type de femme on convoque lorsqu'il faut faire avancer la société. Merci Valère Bessala. Salutations cordiales Jean-Jacques Zé à vous sur le panel. Sur la question de la marginalisation de la femme au Cameroun, je voudrais dire qu'il y a un effort important et constant à effectuer pour changer progressivement cette malheureuse situation. Je me souviens que dans les années 90 et même 2000, on nous enseignait à l'école que le masculin l'emporte sur le féminin. Ça n'a pas changé, frère. À titre d'illustration, le maître nous disait que s'il y a 99 femmes et un seul homme, il faut utiliser le « il ». Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, on a malheureusement fait croire aux garçons qu'ils étaient supérieurs aux jeunes filles et aux jeunes filles qu'elles étaient inférieures aux garçons. Même au niveau de l'Église catholique, les prières liturgiques ne prenaient pas toujours en compte le genre féminin. Aujourd'hui, les choses semblent se corriger progressivement. Je suis d'avis avec le professeur Mathias et Eric Onanguini pour dire qu'il faut éduquer dans le sens de faire intégrer que les hommes et les femmes sont simplement des êtres humains. Je voudrais également joindre ma voix à celle de Mme Fadimatou pour reconnaître que le gros problème de la femme dans notre société camerounaise est celui de l'autonomie de la femme. Merci. Vous avez écrit l'homme Martial Tachim, auteur et enseignant. On ne lira pas tout cela.